Alors nous avons eu de très belles images de Katmandou sur Facebook aujourd'hui, avec un temple magnifique, enfin si on aime ce style-là en tout cas, mais également qui permet d'illustrer notre discours sur le changement, sur la souffrance du changement, parce que clairement là les gens tombent malades les uns après les autres et ils ont peur de ne pas pouvoir assister aux cérémonies. Tout le monde semble dominé par l'inquiétude de tomber malade. Conclusion, du fait même de cette inquiétude, on a l'impression que tout le monde est plus ou moins malade. La question se pose de savoir comment expliquer cette fragilité, en tout cas en apparence, physique et mentale, alors que le but du voyage était de célébrer joyeusement l'anniversaire de Yongzin Rinpoché, 100 ans, et l'inauguration du nouveau temple. Donc c'est l'occasion en même temps de parler de l'imprévisible, et en l'occurrence de la maladie, parce que dans le domaine médical, elle équivaut à l'ignorance dans le bouddhisme. Le problème du bouddhisme, c'est l'ignorance, et le problème du monde médical, c'est la maladie. L'ignorance est notre grande maladie, et elle est à la source de la souffrance. La voie bouddhiste cherche à amener progressivement la personne, le disciple, l'étudiant, de cet état de mal-être, de dukkha, jusqu'à l'éveil, en développant ces trois aspects qu'on a déjà vus, la moralité, shila, donc, la méditation, samadhi, et la sagesse, prajna. Et c'est comparable à l'approche médicale qui part du constat de la maladie et de ses symptômes, puis cherche à les traiter par une approche progressive, pour atteindre une certaine forme de santé spirituelle et un éveil à la vraie nature de l'esprit. Et le chemin qui est emprunté par le bouddhisme est généralement long et difficile. Mais on part toujours de l'ignorance pour cheminer vers la réalisation, pas l'inverse. Et c'est là où c'est intéressant parce que d'autres voies comme le bouddhisme, comme le zen, empruntent une approche radicalement différente. Au cœur de la pratique du zen se trouve Zazen, qui ne cherche pas à accumuler des expériences spirituelles par exemple, mais simplement à expérimenter directement le moment présent. Il n'est pas besoin de comprendre intellectuellement ni de s'engager dans des réflexions philosophiques complexes. Dans le zen, on va directement à l'action. C'est très différent des sanghas du bouddhisme tibétain, par exemple, où on a l'impression qu'on va d'une expérience extraordinaire à une autre expérience extraordinaire, mais en réalité, c'est simplement une impression d'expérience, mais on n'a pas beaucoup bougé. Ou alors c'est très long, puisqu'on parle de plusieurs vies et d'un nombre considérable de cycles pour pouvoir déboucher,
pour pouvoir sortir du cycle et déboucher sur une compréhension totale. Mais dans le zen, l'éveil n'est pas un but à atteindre après un long processus d'étude. Ce n'est pas un long processus, c'est une réalité déjà présente dans l'instant. D'où son caractère de instantanéité. On peut avoir la même approche vis-à-vis de la maladie, par exemple. On ne lutte pas contre la maladie, d'un point de vue zen. On ne cherche pas à éviter la souffrance, mais on accepte l'instant ou la situation telle qu'il est ou telle qu'elle est, sans crainte, ni projection, ni inquiétude. En réalité, on ne se préoccupe pas de la maladie à venir, mais uniquement de l'harmonie de l'instant. La maladie, par conséquent, n'est pas vue comme une ennemie, comme un ennemi dont il faudrait se protéger, mais comme une des manifestations naturelles de l'existence à laquelle on répond avec sérénité. La maladie, ce serait zen, et la réponse, ce serait zazen. L'esprit reste parfaitement serein et calme, quelles que soient les circonstances, en particulier les manifestations de la maladie. C'est une circonstance parmi d'autres. Taisen Deshimaru, dans les années 80, en avait dit quelques mots également qui ont été rassemblés dans un petit livre intitulé Zen et santé. Et il y montrait comment la pratique du zen pouvait avoir des effets bénéfiques sur le corps et l'esprit, et comment la pratique de zazen, comment la méditation peut être le moyen d'atteindre une vraie santé. Pas une apparence de santé, mais une vraie santé. Non seulement en réduisant les symptômes physiques, mais je dirais surtout, mais en décongestionnant un esprit fatigué par des préoccupations inutiles et récurrentes. Donc le zen nous invite à repenser notre relation à la maladie et à la souffrance. De la même façon qu'il nous invite à repenser notre relation à l'activité quotidienne. Au lieu de voir ces phénomènes, en l'occurrence ces phénomènes médicaux, comme des anomalies à fuir ou à guérir à tout prix, il nous propose de les accepter dans l'instant, comme elles se présentent, sans jugement, et à trouver dans cette acceptation une forme de guérison. Sinon, c'est ce qui se passe actuellement, les gens vont à la pharmacie au moindre bobo, parce qu'ils refusent le bobo en question, et achètent du Doliprane pour évacuer au plus vite toute manifestation symptomatique. Donc l'idée, c'est d'embrasser pleinement chaque aspect de la vie quotidienne, maladie comprise, sans résistance ni attachement à la santé. C'est une invitation à vivre pleinement
chaque instant, chaque situation, comme si elle était la seule. Non seulement, quand je dis pleinement, ça veut dire la vivre complètement, mais libérée des fardeaux du passé et des inquiétudes ou des incertitudes sur l'avenir, avec pour seul commentaire, c'est ce qu'on avait vu hier, le seul commentaire c'est asso desca. Ah bon. On n'a pas à faire d'autres commentaires que asso desca. Il y a, comme on l'avait rappelé hier, une forme d'équanimité devant les situations. Asso desca. Si c'est comme ça, c'est comme ça. Si c'est différent, c'est différent. Et c'est ça la véritable guérison du corps et de l'esprit. La peur de tomber malade, lorsqu'elle est nourrie de manière constante, répétitive et excessive, peut avoir des effets négatifs sur la santé. On sait maintenant que le rôle de l'esprit sur la santé est considérable. Ce n'était qu'une hypothèse il y a quelques années. On parlait des placebos, de ce genre de choses. Maintenant, c'est du solide. Ce qui n'était qu'une hypothèse il y a quelques années, maintenant trouve des échos dans la médecine moderne, notamment dans les domaines de l'épigénétique et de la psychologie. On imagine qu'en ayant peur ou en prenant les choses avec trop de sérieux, on va se protéger. C'est pas du tout comme ça que ça se passe. Loin de protéger, la peur contribue à la maladie. Et c'est facile à objectiver. Elle active cette peur, elle active le système nerveux autonome, en particulier la branche sympathique, qui est responsable de la réponse flight or fight, lutte ou fuite en français. Et lorsque nous vivons dans la peur constante de la maladie, ce système est activé, presque toujours activé, ce qui augmente le niveau de stress, qui devient un stress chronique, si notre inquiétude est chronique. Ce stress chronique a des conséquences bien documentées sur la santé, notamment sur les plans cardiaques, immunitaires, métaboliques, inflammatoires. Et donc la conséquence, paradoxalement, c'est que ça nous rend plus vulnérables aux maladies. En tentant d'échapper aux maladies, on se rend plus vulnérable aux maladies. C'est ce qui se passe à Katmandou, semble-t-il. C'est juste l'inverse du zen, qui enseigne d'être détaché, de ne pas succomber à la peur, mais de vivre pleinement dans le présent. On ne se détache pas de la peur volontairement, mais on a pris l'habitude de vivre pleinement dans le présent, en se concentrant sur la réalité immédiate, plutôt que sur des scénarios imaginaires et anxiogènes. Et par ailleurs, on le sait avec l'épigénétique, les facteurs environnementaux et émotionnels influencent l'expression des gènes. On pensait jusqu'ici que les gènes étaient une espèce de marque de fabrique fixe, une espèce de code, mais on sait que ces gènes peuvent être influencés soit en les freinant, soit en les ouvrant, en leur permettant de s'exprimer, en fonction des facteurs épigénétiques. En d'autres termes,
nos pensées et nos émotions influencent la manière dont nos gènes s'expriment. Et ça sans modifier l'ADN. L'ADN est là, et puis il y a des autres, des autres facteurs qui viennent les ouvrir ou les fermer. Ceci explique pourquoi le stress chronique peut activer des gènes liés à l'inflammation et à la vulnérabilité à certaines maladies, comme on vient de le dire, tout en désactivant par exemple des gènes protecteurs comme ceux impliqués dans la réparation de l'ADN. Je pense notamment à la partie distale des chromosomes. Enfin bref. Donc le zen réduit ses influences épigénétiques et permettent à l'esprit de se détacher des préoccupations futures. Et au total, le rôle de l'esprit dans la santé est indiscutable. Aujourd'hui, on le sait. C'est le lien corps-esprit c'est le couple qu'on ne peut pas diviser. Il y a deux mots, mais en réalité, ce n'est pas une entité qui peut être divisée. Si l'esprit est en proie à des pensées de peur et d'anxiété, le corps est inévitablement affecté. C'est ce que dit aussi la médecine psychosomatique d'ailleurs. On sait très bien, on sait tous que des états émotionnels négatifs ou anxieux se manifestent physiquement, par exemple par des troubles digestifs. Et inversement, en ne se laissant pas submerger par la peur de la maladie, on ne bloque pas les mécanismes naturels d'auto-guérison, comme l'homéostasie, chère aux naturopathes. La fonction immunitaire retrouve ainsi son potentiel et la vraie méditation, le vrai zazen, réduit le cortisol, par exemple, qui est l'hormone du stress. Et d'un cercle vicieux, on passe à un cercle vertueux. Donc, la peur de tomber malade, loin d'être un mécanisme de protection, comme on pourrait l'imaginer, est un facteur qui affaiblit le corps et l'esprit, ou le corps-esprit. Et l'idée du zen, c'est plutôt de laisser tomber cette peur. Laisser tomber non pas parce qu'on se force à se détacher, mais parce qu'elle est sans intérêt, comme on vient de le voir sur le plan biologique. Cette peur est sans intérêt et donc on peut vivre pleinement l'instant, quel qu'il soit.